Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans cette édition du 27 novembre 2023. Voici les principaux titres. Bob Rugurika demande au président de la République d'aider à établir la vérité sur la mort de son prédécesseur Pierre Nkurunziza. Le journaliste est revenu aussi sur le procès d'Alain Guillaume Bunyoni au cours d'une conférence de presse qu'il a animée aujourd'hui. Et la production du sucre ne cesse de dégringoler à la société sucrière du Mosso. Certains employés de la Sosumo pointent du doigt la mauvaise gouvernance des hauts cadres de cette entreprise. Vous allez les suivre tout à l'heure. Et les abus sexuels continuent d'être signalés dans plusieurs coins du pays. Nous allons également en parler au cours de ce journal. Tout de suite, le développement des titres. Je vous le disais en titre, le journaliste Bob Rugurika demande au régime Évariste Ndayishimiye d'aider à établir la vérité sur la mort du président Pierre Nkurunziza. Le journaliste et directeur de la RPA affirme que Nkurunziza n'est pas mort des suites d'une maladie, mais plutôt qu'il a été empoisonné par certains Bagumyabanga qui étaient ses proches dirigeants du pays. En date du 8 juin 2020, après plusieurs hésitations du gouvernement burundais, le décès du président Pierre Nkurunziza a enfin été annoncé. Dans l'immédiat, nombreux sont ceux qui ont pensé à une mort due au Covid-19, surtout que son épouse Denise Buchumi Nkurunziza, infectée Covid-19, venait d'être évacuée d'urgence vers Nairobi, la capitale kenyane, pour son traitement. Toutefois, plusieurs interrogations persistaient sur la mort inopinée ou précipitée du président Nkurunziza. Depuis lors, la RPA a minutieusement mené des enquêtes pour savoir la cause réelle de ce décès. Plus tard, la RPA a découvert que le président Pierre Nkurunziza n'est pas finalement mort du Covid-19 car tous les tests de Covid-19 effectués sur lui avant sa mort se sont avérés tous négatifs. Cette évidence semblait être une raison de plus pour la RPA de continuer ses enquêtes sans relâche afin de tirer cette affaire au clair. C'est en explorant certaines pistes que la RPA a pu se procurer des documents et des témoignages de première main qui constituent des éléments de preuve d'un assassinat par poison de l'ancien président Pierre Nkurunziza. Des informations en notre possession indiquent que des planificateurs du décès du président Pierre Nkurunziza avaient aussi prévu d'arrêter certaines personnes et d'assassiner d'autres personnes malgré qu'ils n'y sont pas parvenus au plus tôt car la RPA avait décidé d'annoncer ce décès pendant que le gouvernement s'évertuait envers à cacher la mort du président Pierre Nkurunziza. Nkurunziza n'est pas un simple citoyen, c'est pas un citoyen lambda. C'est un chef d'État. Dès lors qu'il meurt, je pense que l'État a l'obligation de dire aux populations les causes réelles de la mort de leur président. Comme ça n'a pas été fait, mais ça dit ce que ça dit. Ils n'ont pas fait l'autopsie pour pouvoir déterminer les causes de sa mort. Et comme je vous le dis, on a eu des informations, on s'est procuré même de certaines preuves de cet assassinat par poison. Pour plusieurs raisons, y compris la protection de certaines personnes au sein même du régime qui se sont entretenues avec nous. Je ne voudrais pas aujourd'hui commencer à donner des détails, mais c'est à l'État de prouver le contraire de ce que je dis, ou bien de dire les raisons réelles. 3 ans après, nous avons fait notre devoir d'enquêter, et nous avons su qu'il a été assassiné par poison. Bob Rugurika révèle aussi que la mort de Pierre Nkurunziza fait polémique dans son parti et diviserait les proches de Nkurunziza et le régime Ndayishimiye. Les informations en possession de la RPA font savoir que le dossier figure parmi les causes de l'emprisonnement de l'ancien Premier ministre. Général Alain Guillaume Bunyoni serait parmi les proches du président Nkurunziza qui aurait, depuis sa mort, demandé que la lumière autour de cette mort soit établie. Des sources ont informé la RPA qu'au sein même du parti au pouvoir, certains anciens proches compagnons de Pierre Nkurunziza auraient demandé qu'il puisse y avoir des enquêtes approfondies autour du décès de l'ancien président. C'est ce qui serait très vraisemblablement l'origine de la crise profonde entre le camp Ndayishimiye et les anciens compagnons de Pierre Nkurunziza, notamment l'ancien Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni, qui, selon leurs sources,
avait soulevé la question sur les vraies circonstances de la mort de Nkurunziza. Les accusations de tentative de coup d'État, d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, de détournement et autres, ne seraient qu'une astuce pour étouffer dans l'œuf toute autre voix qui tendrait à soulever l'affaire du décès de l'ancien président Pierre Nkurunziza au sein de ses anciens proches compagnons cadres du CNDD-FDD. Après l'arrestation de Bunyoni, vous êtes au courant, il y a eu des fouilles et perquisitions au domicile de l'ancienne première dame, Denise Buchumi Nkurunziza. Il y a eu des fouilles et perquisitions au domicile de l'actuel président du Sénat, au domicile de l'actuel président de l'Assemblée et d'autres personnalités du CNDD-FDD. Vous pensez que c'est lié à quoi? Moi, j'ai été informé que ce serait lié à ce dossier. Il y a eu des gens qui voulaient savoir les informations que ces différentes personnalités disposent au sujet de cette affaire. Dans une conférence de presse animée ce lundi, Bob Rugurika est revenu aussi sur le dernier procès de l'ancien Premier ministre Bunyoni, durant lequel il a été cité. Bob Rugurika dit que Général Bunyoni l'a bel et bien contacté, mais que c'était il y a 10 ans et pas sur le dossier de la CPI, comme il l'a dit. Au cours de son procès, effectivement, on lui a posé la question sur quel genre de relation on avait, parce qu'effectivement, le régime essaie de nous lier dans les accusations qu'ils font contre lui de tentative de déstabilisation des institutions. Il aurait dit, d'après mes sources à l'intérieur, effectivement, qu'il a été en contact avec moi en 2017, qu'il m'a contacté d'abord pour me féliciter à l'occasion de la naissance de l'un de mes enfants, qu'à partir de là, il aurait voulu avoir des informations auprès de moi sur la liste des autorités poursuivies par la CPI. Bon, tout d'abord, je dois vous dire que ça n'a rien de vrai. Quand j'ai entendu cela, effectivement, je suis allé voir dans mes antérieures communications sur Facebook. Moi, je n'ai jamais été en communication avec lui en 2017. Plutôt, le message de félicitations qu'il a évoqué dans cette audience, ça date de 2013. Ça, j'ai pu même montrer à certains de mes collègues. Son message date du 17 novembre 2013. Donc, il y a de cela 10 ans. Alors, que Bunyoni réponde comme ça au juge, moi je trouve qu'il s'est moqué d'eux. Parce que je pense que les journalistes devraient aussi s'interroger. Quand Bunyoni répond que la personne qu'il a alertée, qu'il a prévenue pour qu'il prenne fuite lors de sa première tentative d'arrestation, quand il cite le général Emmanuel Ndayiziga, et que vous savez que Emmanuel Ndayiziga est le chef du cabinet civil du service de renseignement. Mais tout le monde comprend qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, je vous ai montré les contradictions autour de cette citation. J'ai été cité, mais je n'ai pas été quand même mis sur la liste des prévenus. Parlons sécurité à présent. Un habitant de la colline Macha, en commune Mhanda, nous sommes dans la province de Bubanza, est décédé la nuit dernière après avoir été battu par les policiers du commissariat de Mhanda et le chef des Imbonerakure de la même commune. Il a été accusé de commercialiser la boisson locale dite Kanyanga. La famille de la victime, accompagnée par les habitants de la colline Macha, ont fait un sit-in au commissariat de Mhanda ce matin avec le cadavre du leur. Les détails avec Onésime de Chimagize. L'officier de la police judiciaire au commissariat de Mhanda, prénommé Joache, et le chef des Imbonerakure de la commune Mhanda, prénommé Eric, sont les deux qui sont accusés de la mort d'Eji de Siomana, un habitant de la colline Macha, en commune Mhanda. Notre source nous parle de ce qui s'est vraiment passé. Le représentant des Imbonerakure à Mhanda, du nom d'Eric, accompagné par la police, sont partis pour traquer et arrêter les fabricants de la boisson Kanyanga. Arrivés là-bas, ils sont tombés sur un habitant du nom de Siomana Ejide sur place et l'ont sérieusement tabassé. Ils l'ont pris comme un des fabricants du Kanyanga, mais c'est faux. On l'a dépêché à l'hôpital de Mhanda, mais malheureusement, il est mort vers 22 heures. La famille du défunt et les habitants de la colline Macha ont effectué un sit-in devant le commissariat de police de Mhanda avec le corps du défunt pour demander que les meurtriers soient arrêtés et punis. Jusqu'à l'heure où je vous parle, les habitants de la colline Macha sont au commissariat de Mhanda. Ils y étaient avec le corps du défunt. Mais quand le gouverneur de Bubanza est arrivé sur les lieux, il a raisonné ses habitants pour qu'ils acceptent que ce corps soit mis à la morgue. Mais ces personnes ont continué de dire qu'il est inacceptable que les meurtriers restent libres, car ces policiers ainsi qu'Eric, le chef des Imbonerakure, sont toujours libres. Malheureusement, le gouverneur, l'administrateur et le commissaire sont restés là et ils ont assisté impuissamment. Ils ne faisaient que de disperser la population
en les empêchant d'approcher. Ces habitants indiquent que c'est devenu une coutume pour le PJ Joachim et Eric, le représentant communal de Imbonerakure à Manda, car ils sont souvent cités dans d'autres cas de meurtre et maltraitance physique à l'endroit de la population, mais ils ne sont jamais inquiétés par la justice. Il révèle entre autres l'implication de l'OPJ Joachim dans la mort du prénommé Lionel et l'implication d'Eric dans la torture dans certains SADOC de la même colline de Macha. Les habitants de la colline Macha demandent que l'OPJ Joachim et le chef des Imbonerakure de la commune Manda prénommé Eric soient arrêtés et mis à la disposition de la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Ce journal peut également être retrouvé sur le site de la radio publique africaine, c'est le www.rpa.bi. Dans un instant, nous parlons justice. RPA. Chiza Balthazar, le chef de la sous-colline Kinyami en commune Ngozi, a été condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement par le tribunal de grande instance de Ngozi pour avoir tabassé un jeune commerçant du nom d'Elias Tuisenge le 21 novembre dernier. Elias Tuisenge a dit qu'il a été battu lorsqu'il s'était rendu chez le chef de la sous-colline Kinyami pour réclamer ses 30 000 francs burundais restants lors de la vente de 5 pagnes. Dans ce procès de flagrance qui a eu lieu aujourd'hui, Chiza Balthazar n'a pas nié qu'il a physiquement agressé Elias Tuisenge, mais il a expliqué qu'il l'a plutôt passé à tabac parce qu'il lui avait volé 2 houes et un seau. Les juges ont décidé que Chiza Balthazar devra également payer un dédommagement de 250 000 francs burundais et tous les frais nécessaires pour faire soigner la victime. Et les abus sexuels deviennent de plus en plus monnaie courante dans le secteur éducatif et ce dans presque toutes les provinces du pays. Le cas le plus récent est celui du conseiller provincial de l'éducation à Kayanza, attrapé en flagrant délit avec une élève de 21 ans de l'école technique secondaire de Kayanza dans une chambre d'hôtel le samedi 18 novembre. Le tribunal de grande instance de Kayanza a condamné hier Dismas Nduimana à une peine de 15 ans de prison. La sentence inclut également une amende de 50 000 francs ainsi qu'un montant de 2 millions de francs burundais en guise de dédommagement. Dans ce procès, un autre homme originaire de la même province Kayanza a écopé de 7 ans et demi d'emprisonnement et devra verser une somme de 3 millions à la famille de la victime pour dommages et intérêts. Hassan Sibomana a été jugé pour complicité de viol avec Dismas Nduimana. Et les défenseurs des droits des enfants en particulier et des droits de l'homme en général se réjouissent de cette sanction infligée à cette autorité. Néanmoins, Eulalie Niwizi craint que le crime de viol envers les élèves soit un jour éradiqué au Burundi vu qu'il est devenu un fonds de commerce pour les agents du secteur judiciaire. Et Eulalie Niwizi d'interpeller la ministre de la Justice pour qu'elle mette fin à la minimisation de ce crime ignoble. Les cas de violence sexuelle contre les filles en milieu scolaire constituent une menace contre la dignité de la fille, mais aussi un grand obstacle contre l'éducation. Le cas le plus récent que celui de Dismas Nduimana, conseiller à la direction provinciale de l'enseignement à Kayanza, nous préoccupe, même s'il a été jugé, il a été surpris en flagrant délit d'adultère avec une élève. Il a été jugé, d'accord, mais nous avons peur qu'il ne pourra pas écoper les 15 ans de prison et payer l'amende qui lui a été chargée parce que nous avons de très mauvais antécédents. Nous avons beaucoup de situations où la justice burundaise protège ceux qui violent les filles et ceux qui entraînent les filles de gré ou de force dans l'adultère et qui finalement deviennent un modèle. Je peux dire que la justice burundaise encourage ces cas de violence sexuelle contre les élèves. Et le cas de la province de Cibitoke, où quelqu'un qui a violé une élève a été condamné à 10 ans de prison, mais malheureusement n'a passé qu'une seule année, est un scandale. C'est un scandale contre l'éducation, c'est un scandale contre la femme. Et je voudrais interpeller la justice. La ministre de la Justice, c'est une femme. Elle sait ce que c'est violer un enfant, elle sait ce que c'est un crime pareil. Et ça m'étonne qu'elle ne soit pas vraiment préoccupée par ces cas qui se multiplient dans les écoles.
il faut qu'elle s'investisse elle-même pour que son ministère cesse de minimiser l'infraction de violences sexuelles contre les filles. Peladi Nivizi appelle tous les parents et éducateurs, de même que la ministre de la Justice, à unir leurs forces pour combattre ce comportement. Pour que la justice puisse fonctionner, il faut que la ministre elle-même s'investisse et qu'elle vérifie si c'est une question de texte, qu'elle provoque la révision de ces textes. Si c'est une question d'institutions qui ne sont pas suffisamment mises en place, qu'elle s'investisse pour que les institutions qui protègent les élèves contre les violences sexuelles soient là et soient renforcées. Et la ministre de la Justice a un grand rôle parce que c'est au niveau du ministère de la Justice que tout se joue, que les crimes sont minimisés, mais aussi que les sanctions qui sont prévues ne sont pas exécutées. J'interpelle aussi le ministre en charge de l'éducation. C'est son secteur qui est miné par ces violences-là et le ministre en charge de l'éducation n'a pas d'excuses. Il ne faut pas qu'elle dise que la justice ne collabore pas. Il faut que lui-même puisse collaborer avec les parents, avec même les enseignants, pour voir le moyen le plus efficace pour d'abord prévenir ces violences sexuelles en milieu scolaire, mais aussi pour sanctionner de manière sévère les fautifs. Le ministre ayant charge de l'éducation doit protéger lui-même le secteur, doit préserver la dignité et doit mettre en branle tous les mécanismes qui permettent aux institutions qui sont engagées, l'administration locale, les parents, qui sont des appuis importants à l'éducation, les syndicats d'enseignants, et afin que l'on puisse minimiser, sinon éradiquer les cas de violences sexuelles contre les élèves. Les violences sexuelles et celles basées sur le genre se manifestent également au camp d'Onduta situé en Tanzanie. Il arrive que les femmes soient violées et même tuées lorsqu'elles vont chercher du bois de chauffage ou du travail à l'extérieur du camp. Cette femme burundaise réfugiée dans ce camp indique que ces violences sont également présentes au sein des ménages. Les droits des femmes et filles du camp d'Onduta sont souvent bafoués. Pour les femmes qui sortent du camp pour chercher la ration de leur famille ou lorsqu'elles vont chercher du bois de chauffage, elles sont violées, battues et certaines d'entre elles y laissent la vie. La situation est pareille pour les filles car elles peuvent aller dans ces activités avec leur mère ou peuvent s'y rendre seules. Vous savez qu'on ne nous donne pas du bois de chauffage et il nous est interdit de sortir du camp. Au lieu que nos familles meurent de faim, nous acceptons de prendre le risque d'aller chercher ce bois. Un autre cas qui montre comment les droits des filles sont bafoués, c'est lorsqu'elles vont chercher ce dont elles ont besoin, comme des habits, des lotions de beauté ou la ration pour aider la famille. Elles se rendent à l'extérieur du camp pour travailler comme des domestiques, mais arrivées là-bas, elles subissent différentes sortes de violences basées sur le genre. Certaines d'entre elles ne bénéficient même pas de la maigre rémunération. Elles sont battues, plusieurs sont même violées par leur patron et reviennent au camp avec des grossesses non désirées sans aucune aide. Vous comprenez qu'il y a plusieurs catégories de violences basées sur le genre. Un autre exemple, même si ces cas ne sont pas très nombreux, concerne les violences faites dans les ménages. Certains hommes considèrent leurs femmes comme des esclaves, ils les frappent et ne leur donnent aucune valeur. Certains les chassent de la maison et se marient avec d'autres femmes. L'organe où l'on peut porter plainte sur toutes ces violences, c'est l'ONG DRC. Elle s'appelait avant DRC. Tu peux aller porter plainte pour dénoncer les violences subies, mais c'est sans effet. Elle trouve seulement des faits lorsque le problème se situe entre la femme et le mari. Là, elle va porter plainte au sein de l'ONG au Irak, mais pour les violences faites par les Tanzaniens, elles n'ont pas où porter plainte. Depuis le 25 novembre jusqu'au 10 décembre, plusieurs organisations organisent des activités liées aux 16 jours d'activisme contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Vous pouvez également retrouver ce journal sur les comptes YouTube, Facebook et X de la radio publique africaine Ijwi Gabanyagihugu. Dans un instant, nous nous rendons à l'école fondamentale Nyambeho où les latrines sont jugées insuffisantes par les parents des élèves. RPA.
Les parents des élèves de l'école fondamentale Nyambeho, située dans la commune Vugizo en province Makamba, sont préoccupés par l'insuffisance de latrines à cet établissement scolaire. Ils précisent qu'il y a seulement 5 latrines alors qu'il y a plus de 400 élèves. Ces parents appellent le directeur de cet établissement à tout faire pour que d'autres latrines soient construites avant que les élèves n'attrapent des maladies des mains sales. Suivez l'un des parents des élèves de l'école fondamentale Nyambeho. Nous, les parents qui ont des enfants qui étudient à l'école fondamentale Nyambeho, nous sommes très préoccupés par le manque de toilettes. Il y a très peu de latrines par rapport à l'effectif très nombreux des élèves. Il n'y a même pas de propreté. Le directeur de cette école devrait tout faire pour que de nouvelles toilettes soient construites. Il peut également faire appel aux parents et nous sommes prêts d'y répondre, car l'ancien directeur n'a rien changé sur cette école, parce qu'il n'y a que 5 toilettes alors que l'école compte plus de 400 élèves. Même ces toilettes manquent de propreté, car si la pluie tombe, les eaux inondent ces toilettes et les élèves refusent d'y entrer et préfèrent se soulager dehors. Cela pourrait avoir des conséquences sur leur santé dans les jours à venir, surtout les maladies liées au manque d'hygiène. Je vous le disais en titre, depuis environ 2 mois, la production de l'usine Sosumo ne cesse de dégringoler. Les employés de cette société sucrière du Mosso accusent les hauts cadres de l'usine d'être derrière la situation actuelle de l'entreprise. Le point avec Emmanuel Niungeko. Les 2 derniers jours de la semaine passée, la Sosumo a connu sa plus basse production depuis 2 mois, un peu près de 26 tonnes par jour si l'on en croit nos sources à l'intérieur de l'usine. Auparavant, durant les 2 derniers mois, l'usine Sosumo pouvait produire jusqu'à 40 tonnes par jour. Mais là aussi, la production était trop basse comparativement aux années antérieures où l'usine pouvait produire jusqu'à au moins 150 tonnes par jour. La situation est aujourd'hui d'autant plus alarmante que l'usine peut passer 3 jours sans fonctionner. Aujourd'hui, la production est très faible. Dans le passé, on pouvait avoir une production de 19 000 tonnes, mais cette année, on ne pourra même atteindre 13 000 tonnes parce que ces derniers jours, on a perdu jusqu'à 25 tonnes. On peut même faire jusqu'à 3 jours sans travail. Une partie du personnel de cette entreprise accuse les responsables de ne se soucier que de leurs propres intérêts. Certains les prennent même comme des commissionnaires. Il semble qu'ils auraient comme mission de ruiner l'entreprise et conduire à sa fermeture. Ils ne se soucient pas des problèmes techniques de l'usine. Ce qui importe pour eux, ce sont les plantations de maïs, de haricots, de manioc, de patates douces et de riz à l'intérieur des plantations de la canne à sucre. Ils ne font rien d'autre que sauvegarder leurs propres intérêts. La rédaction de la RPA a cherché à connaître le point de vue du ministère ayant les industries dans ses attributions à propos de la situation de l'usine, mais une source qui a requis l'anonymat nous a signifié que le ministère n'était pas au courant de la situation de la Sosumo. Toutefois, ils promettent de mener des enquêtes. La Sosumo est implantée sur une superficie de 5 800 hectares. Elle compte plus de 500 travailleurs contractuels et près de 3 000 employés saisonniers. La ministre du Commerce et de l'Industrie a rappelé aux moyens et grands contribuables que les boissons à plus haute teneur en alcool non emballées dans les bouteilles en verre seront retirées du marché à partir du 1er janvier 2024. La ministre Marie-Chantal Nijimbere a également dit que ces boissons qui sont nuisibles à la santé ne devraient pas être commercialisées n'importe où. Les autorités communales à Mabaï ne devraient pas croiser le fer avec les autorités policières à cause des arrestations, car chacun a sa responsabilité. Propos de Vital Nshimirimana, délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile Force. Il réagit après le bras de fer entre l'administrateur de Mabaï de la province Chibitoke et le commissaire communal de la police sur les arrestations abusives et détentions irrégulières. Vital Nshimirimana conseille à l'administrateur de Mabaï de dénoncer ces abus du commissaire de police envers ses supérieurs hiérarchiques. En matière pénale, la chaîne pénale exige la collaboration de plusieurs intervenants. Il y a plusieurs intervenants qui interviennent dans la chaîne pénale, à savoir l'administration, la police, le parquet de la République dans la province. Et donc, la collaboration qui doit primer pour que les dossiers soient bien instruits et que
les délinquants soient appréhendés afin de les conduire devant les instances judiciaires pour s'entendre condamner des faits répressifs et criminels dont ils sont responsables. Mais la collaboration ne signifie en aucune manière l'émission d'un quelconque ou d'une quelconque autorité dans les attributions de l'autre. Ça veut dire que l'administrateur communal, dans ses pouvoirs, il a le droit de recueillir des informations, des dénonciations de la part de la population, concernant notamment les arrestations arbitraires, mais il ne peut pas s'immiscer dans le travail de la police judiciaire. Tout ce qu'il peut faire, c'est de dénoncer des cas avérés au procureur de la République qui va prendre des décisions. Le procureur de la République, agissant en personne ou par ses substituts, peut se transporter sur le terrain pour constater des arrestations abusives, des arrestations arbitraires, des conditions de détention inacceptables. Et ces autorités judiciaires ont le droit de mettre fin à toute arrestation qui jugent non conforme à la loi. Et je pense que dans le cas de figure, donc les administratifs des communes comme Marayi ne devraient pas croiser le fer avec le commissaire de police dans la commune. Ce qu'ils peuvent faire, c'est de dénoncer les cas d'arrestation abusive et de détention irrégulière dans la commune dont ils sont responsables. Et cette dénonciation est dirigée vers les autorités judiciaires dont le commissaire dépend. Pour clore cette édition, parlons du secteur des travaux publics qui est l'un des plus négligés au Burundi, ce qui fait que même le budget alloué à ce secteur soit des plus insignifiants. Dans une étude faite par l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et le changement des mentalités par SEM, cette organisation trouve que sur le maigre budget alloué à ce ministère, plus de 60% seront orientés dans la construction du chemin de fer qui devra relier le Burundi à la Tanzanie. Suivez plutôt Faustin Ndikumana, c'est le président de la PARSEM. PARSEM vient de sortir une analyse sur l'état des infrastructures, sur le financement des infrastructures à travers le ministère qui a les infrastructures et les travaux publics dans ses attributions. D'abord, on constate que les fonds alloués dans ce secteur ne sont pas consistants. Et ce sont des fonds très dérisoires parce que sur 370 milliards de fonds engagés dans les infrastructures, 60% sont engloutis dans la construction du chemin de fer. Ça veut dire que le reste des infrastructures se partagent le reste. Encore une fois, on voit que les tirages sur don et les tirages sur emprunt ne sont pas élevés. 169 milliards. Plus de fonds extérieurs sont mobilisés pour le financement des infrastructures. Encore une fois, un élément très important, ce sont les infrastructures qui ne sont pas prévues dans la loi des finances, notamment les stades, certaines constructions de palais, comme le palais de Kibudo, on ne va pas nulle part dans la loi des finances, les bureaux provinciaux, tout ça ne sont pas prévus nulle part. Ça peut susciter des réserves chez les contributeurs et les donateurs potentiels. Alors qu'on voit que les loyers, les fonds payés aux loyers des bureaux des administrations publiques s'élèvent à 5 milliards. On voit en faute de 2 milliards et demi financés dans les coopératives sangues pour entretenir des routes. On ne voit pas même comment ces fonds seront utilisés selon dépenses. Faustin Ndikumana trouve que le gouvernement burundais a besoin de mettre en place un document de programme d'investissement public. Selon Faustin Ndikumana, cela permettrait de déterminer les projets des chantiers du gouvernement, la durée d'exécution et l'origine des fonds pour la concrétisation. Je crois que quelque part il faut un changement de comportement, notamment la mise sur le pied d'un programme d'investissement public, d'un document de programme d'investissement public qui détaille toutes les infrastructures nécessaires, leur plan de financement et la stratégie de mobilisation des ressources conséquentes. Il faut une stratégie de mobilisation des ressources pour construire des infrastructures. On ne peut pas décoller économiquement sans s'assurer des infrastructures de qualité. Aussi, il faut jouer la carte de la transparence. Il ne faudrait plus avoir des infrastructures qui ne sont pas prévues nulle part dans la des finances. Cela peut susciter des inquiétudes et des donateurs potentiels. Il faut un changement de comportement. Parce qu'on se dit, si on continue à s'endetter sans pouvoir construire des infrastructures de qualité, cet établissement pourra servir à quoi? Parce que ce sont des infrastructures qui sont
la base du décourage économique, la base d'appui des activités économiques. Et j'imagine quelque part qu'il faut la rectification de tir pour financer les infrastructures, mobiliser les fonds, s'endetter, non pas pour les frais de fonctionnement, mais pour financer des infrastructures bases de la production. Voilà, c'est Faustin Ndikoumana, le président de l'organisation PARSEM. Et c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 27 novembre 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Niwasumba. Au revoir.